À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de Russie dans la Grande Guerre patriotique. Hier, vous avez donc assisté au défilé sur la place Rouge. Que retenez-vous de cette expérience? Quelle était l'ampleur des célébrations, à votre avis? Peut-être quels équipements vous ont le plus impressionné? D'accord, merci beaucoup. Comme vous l'avez situé, le contexte, c'est bien la célébration donc, de la victoire de la Russie dans la Grande Guerre patriotique, comme c'est dit. Nous avons été beaucoup impressionnés par le défilé, et parce que comme le défilé a commencé sur toute la partie motorisée avec les engins, le mythique char T-34 qui a contribué à la victoire, et jusqu'à aujourd'hui aux engins récents, les T-90 et bien sûr d'autres types de missiles qui ont été développés. Ça nous a beaucoup impressionnés, ça nous a donné beaucoup de leçons et ça nous a permis de voir comment donc, la Russie a évolué technologiquement sur le plan militaire depuis cette grande guerre jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Monsieur le Président, et pourquoi a-t-il été important pour vous de répondre à l'invitation du président Poutine et de rejoindre la Russie dans ces célébrations? C'est important pour moi à plusieurs titres parce que d'abord, c'est une invitation d'un pays ami. La Russie et le Burkina Faso aujourd'hui sont en étroite collaboration. Notre coopération est assez stratégique, donc ce qui fait que nous devons venir donc, participer aux côtés donc, du peuple russe. La deuxième chose, c'est que dans cette même guerre, nos ancêtres aussi ont contribué à la libération de l'Europe dans cette guerre, à lutter contre le nazisme, ce qui veut dire que nous avons donc une histoire commune dans la célébration donc, de cette victoire. C'est très important. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, la Russie et le Burkina Faso sont dans le même combat. Nous avons un monde que je peux qualifier d'unilatéral. Nous voulons un monde multipolaire. Voilà, nous voulons un monde libre, indépendant, un monde de paix, où les nations ne dictent pas donc, à d'autres nations ce qu'elles doivent faire et comment ils doivent être. Donc la Russie est activement dans ce combat, qui est aussi un combat de dénazification, si je peux dire. Et donc nous aussi, nous sommes dans ce même type de combat contre l'impérialisme qui veut nous asservir, qui veut nous garder dans l'esclavage. Donc nous avons donc les mêmes perspectives. Donc c'était très symbolique qu'on vienne participer aux côtés donc, du peuple russe à cette célébration. Notamment, le peuple soviétique a contribué largement à vaincre le nazisme et le Burkinabé, comme vous le dites bien, applique aujourd'hui les efforts pour lutter, pour éradiquer le terrorisme. Voyez-vous des similitudes entre nos deux peuples et en quoi cela se manifeste-t-il plus concrètement? Oui. Moi, j'ai appris beaucoup de leçons dans cette célébration et il y a beaucoup de similitudes dans la lutte que nous menons actuellement. Regardez, le peuple soviétique a sacrifié près de 27 millions de vies pour avoir cette victoire. Ils pouvaient à un moment donné dire que c'est bon, ils signent l'armistice, ils abandonnent. Mais le courage, la ténacité, la résilience a fait qu'ils ont continué le combat et ils ont fini par gagner. Le Burkina mène une lutte depuis maintenant près de 10 ans contre le terrorisme. C'est pas qu'il n'y a pas de morts, il y a beaucoup de morts depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Mais nous n'abandonnons pas parce que nous savons que nous allons gagner la victoire et nous continuons ce combat. Donc il y a cet état d'esprit-là qui nous fédère et donc c'est ça qui est aussi très intéressant dans ces moments. Et comment analysez-vous l'influence de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale sur le processus de décolonisation de l'Afrique? Que serait-il arrivé, si on peut essayer d'imaginer, à l'Afrique si le nazisme avait gagné? Ça a beaucoup contribué, je peux dire. Alors, si le nazisme avait gagné, je ne peux pas imaginer. Mais j'imagine, vous savez que les gens ne respectaient pas le noir. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. On a toujours qualifié le noir de sous-homme. Certains nous voyaient comme des animaux en fait. Vous avez suivi les histoires de la colonisation, de l'esclavage. Les noirs ont été torturés, exposés dans des cages comme des animaux sauvages en Europe et tout. Les noirs ont été castrés pour les empêcher d'avoir même de la progéniture. Les noirs ont été traités comme moins que des animaux. Vous savez qu'au Congo, on trouvait que le carton coûtait plus cher que la peau du noir. On préférait sécher le caoutchouc sur la peau du noir que de payer du carton pour sécher le caoutchouc. Le noir a beaucoup souffert. Donc de l'esclavage pendant des siècles et des siècles, la colonisation. Et cette guerre
Vous voyez qu'on est venu prendre nos ancêtres sans leur consentement, aller les mettre en boucherie, en première ligne. Et au retour encore, vous avez appris ce qui s'est passé au Sénégal. Quand ils ont voulu réclamer leur argent, on les a tués. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas le noir. Et ça, ils sont allés se battre aux côtés de soi-disant alliés, qui les traitent comme ça. Mais imaginez si c'est le nazisme qui avait gagné. Ça allait être une catastrophe. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'était une lutte à mener. C'était une vraie folie dans le monde. C'était une lutte à mener et l'Afrique a participé. Et aujourd'hui, on peut dire merci parce que le peuple qui a consenti le plus grand sacrifice, c'est le peuple soviétique. Personne n'a perdu autant d'hommes, personne n'a connu autant de destruction pendant la guerre que le peuple soviétique. Donc nous sommes reconnaissants et je pense que c'était nécessaire pour que le monde soit aujourd'hui et que l'Afrique aussi puisse espérer continuer. Merci beaucoup pour votre réponse. Monsieur le Président, vous avez récemment déclaré que le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Oui. Imposez-vous des délais concrets pour le vaincre complètement et comment voyez-vous la future aide de la Russie en ce qui concerne ceci, l'un des axes principaux du partenariat russo-burkinabé? Je l'ai dit parce que le Burkina Faso, nous travaillons à ce que aujourd'hui il y a beaucoup de criminels qui le recrutent pour venir combattre au Burkina Faso. Ce n'est pas du terrorisme, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est de la criminalité. Ce sont des bandits qui ont été armés par les impérialistes pour nous déstabiliser, pour nous maintenir dans la guerre permanente et nous exploiter. Et donc, je l'ai dit, nous travaillons à ce que le Burkina Faso soit le tombeau du terrorisme. Il faut que, lorsqu'on recrute quelqu'un pour venir combattre au Burkina, qu'il préfère se suicider. Et ça va arriver. Parce qu'on les équipe, on les forme, on leur donne la technologie, ces criminels-là, mais nous nous adaptons permanemment. Actuellement, nous sommes dans une phase assez particulière. Ils ont acquis de nouvelles technologies, de nouvelles techniques de combat et tout, grâce donc au soutien de ces impérialistes-là. Mais donc, nous avons étudié la situation et nous allons avoir la réponse tout de suite face à tout ça. Donc, vous allez le voir. Le terrorisme va finir, je ne veux pas donner un délai, mais le terrorisme va finir. Et très vite, aussi vite qu'on le peut. Et la Russie, tout ce que nous demandons, c'est surtout l'apport, je dirais, intellectuel. Voilà, aider à former intellectuellement sur notre industrie militaire qu'on devait développer et aider à former les jeunes gens sur tout ce que nous pouvons développer pour faire face à cette guerre-là. C'est cette partie qui nous intéresse le plus. Et plus concrètement, quel matériau, peut-être quel équipement vous intéresse le plus? Déjà, je peux dire merci parce que la Russie fait partie de l'un de ces rares pays dans ce monde-là qui a pris du matériel militaire venir nous donner pour faire la guerre. Donc ça, c'est significatif. À part la Russie et la Chine, il n'y a pas personne, sinon même pire. Ailleurs, on veut payer, même on refuse de nous vendre. Mais là, ils ont compris qu'on est en guerre. La Russie aussi mène son opération spéciale. On sait que ce n'est pas facile. Mais si dans ça, ils ont pu prendre du matériel, venir donner au Burkina Faso, je pense que c'est déjà très important. Mais c'est comme je l'ai dit, la Russie contribue à nous former. Tout ce qu'on paye, les militaires russes forment les militaires burkinabés sur l'emploi de cet équipement et tout ça. Mais nous voulons continuer à développer nous-mêmes l'industrie militaire avec l'accompagnement de la Russie qui a une très grande avance donc, sur le monde, je dirais, en matière d'armement. Donc nous devons faire cette collaboration étroite pour que nous puissions avancer dans notre guerre. Merci beaucoup. Donc cette dernière année a été marquée par de grands changements pour le Sahel et pour chacun des pays de l'AES particulièrement, dont par exemple la rupture définitive avec la CEDEAO et l'adoption également de ses propres symboles comme le drapeau commun. Dans ce contexte, comment décririez-vous le Burkina Faso d'avant et d'après et comment évaluez-vous l'Alliance des États du Sahel comme un format de coopération régionale? Y a-t-il des projets d'élargissement probablement? Oui. Pour comprendre l'AES aujourd'hui, il suffit de regarder la jeunesse africaine. Je pense que la jeunesse africaine a espoir que c'est un modèle d'union. Et nous, dirigeants de l'AES, ça nous donne une pression. Et nous devons réussir. Parce que l'Afrique a besoin maintenant de s'unir. On était dans une organisation qui était censée être une organisation où il y a la solidarité, la coopération, l'entraide et tout. Mais on ne peut pas être dans une organisation où vous dites frères et à un moment donné, on coupe l'électricité pour que les malades meurent à l'hôpital, que l'économie s'arrête. On ferme les banques pour que vous ne puissiez pas avoir accès à quoi que ce soit.
vos transferts pour acheter le minimum vital, les médicaments et tout. On a empêché ça à certains peuples sahéliens. On a même formé une armée pour venir combattre des peuples sahéliens. Pendant que le terrorisme sévit depuis des décennies, ils sont incapables de lever un seul soldat pour venir combattre. Ça, ce ne sont pas des frères. Il ne faut pas se voiler la face. Et ça, ce ne sont pas les peuples, ce sont les dirigeants. Sinon, les peuples, quand vous regardez, même ces pays de la CEDEAO et tout, les peuples soutiennent et comprennent l'élan de l'AES. Donc ça nous réconforte à nous structurer, à être un modèle pour qu'à l'avenir, ça puisse s'étendre. Voilà. Mais pour s'étendre, nous avons besoin d'asseoir des bases fortes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc voilà un peu ce qui a mené à se retirer et à se structurer pour se relancer. Monsieur le Président, pour beaucoup en Afrique, vous êtes plus qu'un président d'un pays, en fait, mais l'incarnation de renouveau panafricanisme. Pourquoi l'Afrique a-t-elle aujourd'hui tout particulièrement besoin d'un, si je peux dire, nouveau Thomas Sankara? Qu'est-ce que cela vous fait, en fait, d'assumer toute cette responsabilité à seulement 37 ans? L'âge n'est pas important. Mais c'est de la pression, je peux dire. C'est de la pression. Il ne faut pas prendre ça, en faire de la folie, de grandeur. C'est de la pression. Moi, c'est un message que la jeunesse me passe et ça me met plus la pression. Si j'arrivais à dormir 2 heures, j'ai réduit mon temps de sommeil à 1 heure. Et s'il ne faut pas dormir, il ne faut plus dormir. Parce qu'ils ont vu quelque chose, sûrement, qu'on est en train de faire. Et selon eux, peut permettre à l'Afrique de sortir donc de cette situation. Et nous, ça nous encourage, ça nous remotive à continuer le combat. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est une pression, c'est une très lourde responsabilité. Et je peux promettre que tout ce qu'on peut faire, c'est de ne pas trahir, c'est de continuer dans notre ligne de combat panafricain, espérer que ça puisse donc prendre donc toute la jeunesse africaine et que le panafricanisme que nous souhaitons tant puisse être une réalité. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Il est temps qu'on puisse finir, travailler, se développer. Autant les Africains partent ailleurs, voient le mode de vie et tout ce qu'il y a. En Afrique, c'est possible. C'est possible. Donc c'est notre mission et nous allons l'assumer. Monsieur le Président, de plus en plus de pays africains revendiquent la souveraineté et exigent le retrait des troupes occidentales de leur sol. Récemment, par exemple, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont formulé des demandes similaires. À votre avis, où l'Occident s'est-il trompé dans ses relations avec le continent africain? Bon, ce que je connais, c'est notre situation. Nous étions en guerre, nous avons vécu avec les troupes occidentales et tout. Nous avons vu et nous avons décidé de nous séparer de ces troupes-là parce que ça ne cadre pas avec la lutte. Au contraire, ça amplifie le phénomène. Les autres pays qui sont séparés, je ne peux pas me prononcer parce qu'ils se sont prononcés pour se séparer. Mais après, le président Macron a dit que c'est lui qui les a dit de trouver la formule et tout ça. Moi, je ne peux pas rentrer dans ces débats. Seuls eux, ils connaissent la vérité. Mais une chose est sûre, on ne peut pas parler de souveraineté et avoir une armée d'un autre pays sur notre sol qui nous dicte ce qu'il faut faire. L'économie, l'éducation, tout le développement d'un pays est basé sur l'armée. Donc chaque pays devrait développer son armée, être souverain et indépendant. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand je prends le cas du Burkina, ces armées ont été présentes et ça a contribué à tuer l'armée burkinabé. On ne recrutait plus. C'est eux qui disent quel volume il faut recruter. Il n'y avait plus d'armement, d'équipement et tout. Même les années 85 sous Sankara, on était mieux équipés que 10-20 ans après. Et finalement, le terrorisme est rentré. Quand le terrorisme est arrivé, on n'avait pas d'armée. On en souffre jusqu'à aujourd'hui. C'est dans la guerre que nous sommes en train de créer une armée. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps, on souffre, mais il faut créer une armée. Et sortir de cette guerre, on doit sortir grandi. C'est ce que je dis. Quand je regarde les statistiques de l'armée soviétique, le nombre d'hommes qu'ils ont perdus, mais au sortir de la guerre, ils sont sortis très grands. Et aujourd'hui, aucune armée n'a l'équipement que l'armée russe a. Donc nous aussi, nous devons apprendre de notre guerre. Au sortir de la guerre, on doit être très fort. La souveraineté commence par l'armée. Une fois que vous avez une armée forte, tous les autres volets peuvent facilement se développer.
Voilà ce que je peux dire, ce qui a poussé le Burkina en tout cas à se séparer de ces armes-là. D'accord. Un autre sujet qui persiste en fait important, c'est le dossier ukrainien. La Russie se déclare prête à négocier sans conditions préalables, tandis que l'Ukraine pose constamment des contraintes. De plus, Kiev soutient les terroristes au Sahel. Qui ne veut pas la paix pour nos deux pays, à votre avis? Je pense que bien avant maintenant, il y a le président turc Erdogan qui avait réussi à créer un cadre de dialogue. Et je pense que les deux présidents se sont rencontrés en son temps. Ce n'était qu'au début de l'opération. Et nous tous, nous avons espéré que ça aboutisse et que voilà, les armes se taisent et que chacun revienne à de bons sentiments. Mais ce sont les Occidentaux qui sont venus dire au président ukrainien de ne pas accepter. On a suivi ça et finalement, ça donne quoi? Mais moi, je pense que tout ça rentre dans le cadre de la manipulation. Je pense qu'ils se sont fait manipuler. Sinon, les peuples ukrainiens et russes, c'était l'Union soviétique. Ils sont des frères. Comment se fait-il qu'on a pu cultiver la haine, la russophobie au sein de cette population? La guerre n'a pas commencé en 2022. C'est en 2014 que ça a commencé. C'est cette réalité aussi que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas, ou bien qu'on refuse de dire. C'est en 2014 que la guerre a commencé. Et aujourd'hui, on est surpris de voir que les gens rejettent peut-être la balle sur la Russie et tout ça. Quand on bombardait les civils russophones en 2014, qui parlaient? Il y a des images qui sont toujours là. On a enfermé des gens dans des maisons, les brûlés. Il y a des images qui sont là. Mais il fallait agir pendant tout ce temps. Ils ont été manipulés. Et aujourd'hui, la réalité est là. Vous voyez, toute l'aide qu'on donnait, ce n'est pas une aide. On a dit de donner les minéraux. En réalité, l'Ukraine n'appartient plus aux Ukrainiens. On les a manipulés et ils sortent perdants. Tous les secteurs seront gérés par ceux qui les ont conduits dans cette guerre. Et c'était espérer affaiblir la Russie, mais la Russie sort encore plus grande de cette guerre. Donc moi, je pense qu'ils doivent comprendre cela et revenir à la raison pour avoir des négociations et aboutir à la paix. Parce qu'ils ont déclaré qu'ils soutiennent les terroristes. Vous avez tous suivi ça. Et on le constate sur le terrain également, qu'ils soutiennent effectivement les terroristes. Ce n'est pas une bonne guerre. Je pense qu'ils se trompent éperdument. Ils doivent revenir à la raison. De toute façon, ils peuvent les soutenir, nous les combattrons et nous gagnerons. Donc, s'ils n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui que toute cette manœuvre, c'était pour les effondrer et s'accaparer de leurs minéraux critiques, ils peuvent continuer la guerre. Donc voilà ce que moi je peux dire sur la situation. Chaque peuple doit comprendre qu'il faut éviter de se faire manipuler et rentrer dans une situation très compliquée. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup pour cette réponse. Monsieur le Président, que pensez-vous de l'agence de presse Sputnik et de son rôle dans l'espace médiatique africain? En quoi ces contenus sont-ils attirants pour les auditeurs africains? Et quelle est la différence principale avec les médias mainstream, à votre avis? La presse est très importante. La communication, vous savez que c'est à travers la presse qu'on conditionne les esprits des peuples. Donc, vous jouez un rôle déjà très important en faisant sortir une part de vérité de l'histoire et du présent. Et il faut continuer dans ce sens à éveiller les consciences. Parce que vous voyez, toutes ces presses occidentales et tout ça ont contribué à endormir les consciences des peuples africains. C'est leur narratif qui passe et tout ça. Et on a pu se rendre compte que souvent, ils inventent de gros mensonges pour juste diviser les peuples, pour permettre à leur politique d'agir et de faire ce qu'ils veulent, de préparer le terrain et tout. Donc il faut que vous fassiez l'antithèse de ce qu'ils font. C'est-à-dire contribuer à éveiller les consciences et vous avez un rôle important à jouer, surtout en Afrique même. Que l'Africain comprenne son histoire, se réveille et arrête donc de croire aux mensonges de ces médias occidentaux-là. Et vous voyez, quand ça ne les arrange pas eux, quand on leur dit la vérité, ils ferment le média. Et chez nous, quand on ferme un média, ça devient tout un problème. Et ce qui est malheureux, c'est de voir même des Africains soutenir ça. Là-bas, ils ferment les médias comme ils veulent, quand ça ne leur plaît pas. Donc, ces mêmes personnes ne parlent pas. Mais quand nous, on ferme les médias, vous voyez des Africains, soi-disant intellectuels, sur les plateaux télé, en train de... On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont pris, mais c'est dangereux. Donc, vous avez un rôle très important à jouer, et tous les médias d'ailleurs, pour éveiller la conscience des Africains. Voilà, je dis que nous sommes là pour que les jeunes se réveillent.
On n'est pas là dans cette logique de chercher à piller ou truc. On veut construire l'Afrique. Et si les jeunes ne sont pas éveillés, on va les endormir. On fait chanter nos louanges par ces médias occidentaux, on est bien, on est bien. Pourtant, non, c'est faux. Nous, on veut que quand on n'est pas bien, qu'on sache qu'on n'est pas bien. Voilà, et que d'autres personnes prennent le relais. Mais quand ils mentent aussi pour dire qu'on n'est pas bien, on va prouver le contraire. Donc, continuer à communiquer et à éveiller la conscience en Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, suite aux propos du commandant de l'Africom devant le Sénat américain, votre gouvernement a donc réagi avec fermeté, dénonçant des accusations infondées sur les choix souverains du Burkina Faso. Que répondez-vous à ceux, notamment à Washington, qui continuent de remettre en cause la légitimité de vos partenariats actuels, notamment avec la Russie? Et comment entendez-vous défendre l'image du Burkina Faso sur la scène internationale face à ce type de discours? De toute façon, on est libre de lier les relations avec qui on veut. C'est ça l'indépendance. Donc, sur ce volet, ils peuvent continuer à penser ce qu'ils veulent. Nous irons où nous voulons. Voilà, pour peu que ce partenariat puisse être en tout cas mutuellement bénéfique pour chacune des parties. Quant à ces propos, vous l'avez dit, on a protesté à travers le ministère des Affaires étrangères. C'est une chose. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce général. Il y a un souci quand même. Et je souhaite peut-être qu'il fasse son mea culpa. Si on l'a envoyé, qu'il comprenne que ce n'est pas la bonne mission. Si on l'a trompé, qu'il le dise publiquement, ou sinon devant le Sénat qu'il s'est trompé. Ou aussi si c'est une mauvaise intention, eh bien, nous allons l'affronter comme il le faut. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Et c'est très vilain de voir un adulte mentir, de voir un adulte officier général d'une grande armée mentir. C'est très grave. D'abord, il a parlé de l'or du Burkina qui sert à ce que nous on utilise pour se protéger et tout. D'abord, c'est l'or du Burkina, ce n'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Ça ne le regarde en rien. C'est le Burkina, c'est l'or du Burkina. Ça ne le regarde pas. Deuxième chose, il ment. Parce que le Burkina n'a jamais eu de réserve d'or jusqu'à ce que nous on arrive. C'est nous qui avons commencé à réserver l'or au trésor du Burkina Faso. Sinon, il n'y avait pas un seul gramme de réserve d'or au Burkina. Ça veut dire que c'est un menteur encore. Et l'autre chose, quand il dit qu'on utilise pour se protéger et tout, on est libre. Si le peuple a décidé qu'on le gouverne, nous avons le devoir de nous protéger. Donc on est libre. En quoi ça le regarde? Et le volet qui m'a le plus fait mal, pas parce qu'il est général ou parce que c'est un Américain ou quoi, c'est parce que c'est un noir. Et ça fait très mal de voir qu'on utilise un noir pour combattre un noir. Et ça n'a pas commencé maintenant. Il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est très dangereux. Même la Libye, qui a détruit la Libye, on a encore utilisé un noir. Dans les films, dans le temps, chez les Américains, les Noirs jouaient toujours le mauvais rôle. Mais on s'est dit que c'est dans le film. Mais pourquoi les Noirs doivent continuer à jouer le mauvais rôle? Et je pense que s'il a entendu cette interview, il doit se regarder dans un miroir, avoir honte, sortir, dire que bon, on m'a fait un faux rapport, je regrette. Il doit le dire publiquement. Si c'est un faux rapport, on l'a fait. Parce que c'est possible. C'est possible qu'on l'ait fait un faux rapport et qu'il sorte dire, parce que vous avez suivi, quand je prends notre voisin, encore, comme je dis entre nous noirs, le ministre de la Défense ivoirien, qui se promène, aller en Turquie, voir le ministre de la Défense turc, et lui dit qu'il ne va nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça fait très mal. Est-ce qu'on a fait un faux rapport? Qu'il sorte de démentir. Si on l'a envoyé pour créer un problème au Burkina, comme ils ont l'habitude de le faire, eh bien, on va s'apprêter, on va les attendre. Parce qu'il faut que ça s'arrête maintenant. La race noire ne doit pas être utilisée pour combattre les noirs. Et chaque fois, c'est la même chose, c'est la même chose. Et c'est ce que nous déplorons. Et ça nous a fait beaucoup mal de voir que c'est un noir qui tient ces propos. C'est vrai qu'ils peuvent le regretter, par plusieurs canaux, ils essaient de se rattraper. Mais non, ça a été dit publiquement, il faut se rattraper publiquement. Voilà, nous, c'est comme ça. Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie diplomatique, comme on aime le dire. Dire des choses haut et fort, et venir en bas dire non, on s'excuse, on n'a pas quoi. Il faut le dire publiquement.
Donc je les invite à se rattraper, à le dire publiquement, parce que la jeunesse africaine a compris, la jeunesse noire dans le monde entier a compris. Cette manipulation ne passe plus. Voilà, ça a toujours été le cas, utiliser des faux alibis pour espérer atteindre d'autres objectifs, ça ne passe plus. Donc c'est regrettable, mais le Burkina reste dans sa lignée, nous continuerons à nous développer. Et il a oublié de dire tout ce que nous faisons pour le Burkina. Ce que nous faisons, aucun régime ne l'a réalisé. Voilà, le développement socio-économique du Burkina, qui a fait, voilà, nous sommes en train de construire beaucoup de centres de santé, équipés en appareillage, les examens médicaux, et baisser les coûts des examens médicaux. Quel régime a fait pareil? Personne. Nous sommes en train d'agir sur l'agriculture, labourer gratuitement les champs des paysans, notre production a augmenté et tout. Qui l'a fait? Personne. L'armée que nous sommes en train de créer, d'une nouvelle armée, l'armée burkinabé n'a jamais été autant fournie en effectifs, en équipement que maintenant. Qui l'a fait? Aucun régime. En matière d'emploi, aucun régime n'a créé autant d'emplois que nous l'avons fait. L'industrialisation. Peut-être que c'est ça qui les fait mal, qu'ils veulent arrêter, et il faut inventer des mensonges. En tout cas, je les invite à revoir leur copie. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'était un gros mensonge et c'est regrettable. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.